Alors, il faut définanciariser l'entreprise. 1. Il faut définanciariser la finance privée. 2. Il faut définanciariser enfin la finance publique. 3. Voilà les 3 points sur lesquels je vais vous dire un mot. 1. Il faut définanciariser l'entreprise. En effet, c'est le point de départ. C'est-à-dire revenir sur ce péché originel de la modernité économique qui a permis cette aberration que dans ce qu'on appelle l'entreprise, un seul des acteurs est la totalité de la propriété sociale et la totalité du pouvoir. Ceci n'a aucune espèce de sens économique, d'ailleurs. Et évidemment, je passe sur l'injustice totale et la capacité d'exploitation qui a été donnée au capital. Mais ceci n'a aucun sens. Et donc, il faut, et c'est le chantier sur lequel nous travaillons au PG, et notamment dans la commission économique, il faut instaurer enfin un droit de l'entreprise qui, figurez-vous, n'existe pas. Car la grande singularité, c'est que l'entreprise, ce qu'est l'entreprise, n'existe pas dans le droit. Il existe des sociétés, des entreprises individuelles, mais la grande entreprise d'aujourd'hui capitaliste, c'est une société de capitaux. Et c'est le seul droit qui existe, le droit de la société des capitaux. L'entreprise, qui est la conjonction d'investisseurs, de travailleurs, d'entrepreneurs, de collectivités territoriales, de nations qui apportent la formation des travailleurs, la santé, le droit, les contrats qui font que simplement on peut faire des affaires. Cette conjonction de tous ces acteurs, c'est cela qui fait l'entreprise. Alors nous avons pour ambition de définir vraiment un droit de l'entreprise qui donnera une existence juridique à cette personne morale qu'est l'entreprise, résultat de l'œuvre collective de différents acteurs et partenaires, et qui donnera à chacun de ces partenaires un droit égal à la participation, à la direction et à la gestion de ces entreprises. Voilà, mes camarades, ce qu'est la forme moderne de l'abolition du capitalisme. Il n'y a pas besoin de couper des têtes, il suffit d'une proposition, d'un projet et d'une loi qui définissent ce qu'est l'entreprise et qui dit que bien sûr des gens qui apportent des investissements, ils ont voix au chapitre dans la direction et la gestion d'une entreprise, oui, mais tout autant et pas plus que les travailleurs, tout autant et pas plus que les collectivités publiques et les territoires sans lesquels l'entreprise évidemment n'existerait pas. Donc c'est à ce chantier que nous devons travailler. Deuxièmement, définanciariser la finance privée. Car il faut savoir que, et là évidemment c'est là que tous ceux qui nous accusent d'irréalisme, de doux rêveurs, etc. vont nous dire « mais attendez, on a besoin absolument de cette finance privée, le développement de la finance mondiale est certes assez impressionnant et parfois dans ses exagérations, mais on ne peut pas se passer du développement des marchés financiers, des instruments financiers modernes, c'est nécessaire à l'économie mondiale, etc. » Foutaise que tout cela, sur la totalité des transactions financières qui se réalisent dans le monde chaque jour, il y a moins de 2%, ça varie entre 1,5 et 1,7% des transactions financières qui servent à financer l'économie réelle. Le reste, c'est-à-dire presque 90%, ça sert à financer quoi? La finance. Alors, nous n'avons pas besoin de finance pour financer la finance. Nous avons besoin de finances pour financer l'économie. Donc, nous n'avons pas besoin. Il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, il faut savoir que les profits, et c'est l'autre face de la financiarisation, les profits des seules entreprises financières, des profits strictement financiers, représentent aujourd'hui près de 40% des profits totaux, alors que c'était seulement 10% dans les années 50. Et si vous ajoutez que les entreprises non financières, celles qui ne font pas de la finance, elles aussi tirent maintenant une bonne partie de leurs profits et de leurs résultats de placement et de spéculation financière et non plus de la production, ça vous fait beaucoup plus de la moitié, probablement peut-être les 2/3 des profits totaux aujourd'hui qui viennent uniquement de jeux financiers, de placements financiers. Donc il n'y a absolument même plus le reste de justification qu'il y avait, au moins des entreprises qui font des profits, mais quand elles font des profits avec de la production, accessoirement, on pourrait dire quand même, elles produisent des biens et services qui, quelque part, de temps en temps, sauf lorsqu'ils détruisent la planète, peuvent être utiles à la vie. Eh bien non. Donc il faut bien comprendre que cette finance-là, nous n'en avons pas besoin. Donc nous pouvons fermer tous les terrains de jeu qui ne servent à rien. Alors d'abord, interdire
On a besoin de crédit, on a besoin d'instruments de crédit, d'instruments monétaires, etc. Bon, très bien, oui. Nous n'avons absolument pas besoin de la totalité des innovations financières, des produits toxiques, des produits dérivés, des autorisations d'effet de levier qui fait qu'avec 3 sous, vous emprunterez 3 milliards pour spéculer, etc. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Donc, il faut interdire purement et simplement tous les instruments financiers toxiques et purement spéculatifs qui ne servent à rien. Il faut interdire le recours à ces effets de levier, sauf dans les rares exceptions où ça peut être utile, lorsque, par exemple, ça permet à des salariés, par l'endettement, de reprendre le contrôle de leur entreprise. Il faut instaurer évidemment des contrôles sur les mouvements de capitaux. Nous avons besoin de circulation des capitaux. Nous avons besoin de circulation des capitaux dans le monde lorsqu'ils financent les échanges réels, lorsqu'ils financent l'économie réelle. Et donc, il faut interdire la libre circulation des capitaux lorsqu'il s'agit de placements financiers et redonner aux États le droit et le contrôle des transactions financières absolues dès qu'il s'agit de transactions purement financières sur des mouvements de capitaux. La liste est longue, mais vous les avez dans notre document « Gouverner face aux banques », je ne vous donne pas le détail. Mais il y a un point que vous n'avez pas dans ce document et dont il faut dire un mot parce que c'est un corollaire nécessaire. Si on interdit les instruments de spéculation, si on ferme les marchés de pure spéculation qui ne servent à rien, il faut s'assurer néanmoins que les entreprises, celles qui produisent réellement quelque chose, ne se trouvent pas dépourvues d'instruments pour se couvrir contre les risques qui viendraient de l'instabilité des taux de change, de l'instabilité des taux d'intérêt. Donc il ne faut pas oublier qu'une des raisons pour lesquelles tous ces instruments financiers spéculatifs se sont développés, c'est qu'en raison justement de la libre circulation des capitaux, mais de la fluctuation des taux de change dans le monde, on a créé un univers de grande incertitude pour les entreprises, de grande incertitude financière, qui obligeait au développement d'instruments de couverture. Donc cette question de la définanciarisation est indissociable de la question de la réforme du système monétaire international. C'est-à-dire car ça a été le premier péché qui a consisté à dire que désormais les taux de change seraient fixés par les marchés. Et vous avez vu dans le communiqué du G20 qui est censé préfigurer avec la présidence française le début d'une réflexion sur la réforme du système monétaire international, il réaffirme qu'il faudrait que les taux de change soient encore davantage fixés par les marchés, alors que c'est principalement là le problème et le péché originel de notre système. Donc oui, il faut rétablir un système monétaire international avec une monnaie commune internationale qui serve uniquement aux règlements internationaux, avec un système de règlement tel que d'autres l'avaient déjà imaginé, notamment Keynes en 1944, dans lequel on n'autorise pas l'accumulation d'excédents structurels ou de déficits structurels, c'est-à-dire qu'on pénalise par des taux d'intérêt les gens qui accumulent des excédents. On crée un climat de commerce international coopératif tel qu'il était prévu dans la charte de la Havane, où on autorise les pays qui ont des déficits structurels et ceux qui ont des excédents structurels à prendre les corrections en termes de taux de change, mais aussi à prendre les mesures protectionnistes nécessaires lorsque des pays se trouvent la proie de nations qui continuent à avoir des stratégies prédatrices en matière de commerce international. Donc c'est une révision complète de la logique des échanges monétaires et commerciaux internationaux qui est nécessaire. Et il ne faudra pas oublier là-dedans, si on remet en question la libre circulation des capitaux et qu'on les limite au financement de l'économie réelle, il ne faudra pas oublier là-dedans, évidemment, les pays en développement, les pays les plus pauvres.